d'avoir répondu à notre appel pour cette conférence de presse. Comme vous le savez, nous avons une thématique que nous avons affichée déjà lors de la dernière conférence. Et cette thématique-là, c'est celle que vous retrouvez derrière. Il s'agit de la situation au Gabon en général, de son état des lieux, des perspectives à venir pour un Gabon fort, prospère et solidaire. Certains d'entre nous étions déjà avec vous il y a quelques jours ici. Besoin qu'ils se présentent à nouveau. Par contre, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour cette conférence, nous allons commencer sur notre droite pour qu'ils puissent uniquement détenir leur idée. Denise Makametiti, épouse Tati, vous peut-être ajouter ça. Roger Simongo. J'ai dit ton nom. Oui, Tatangani, en effet. Christian Magnagna. Alexandre Désiré Tapoyo Itangino. Madeleine Baird. Voilà, je crois que là, vous pouvez maintenant mettre un nom ou un prénom sur les visages. J'aimerais, avant que de vous décliner comment est-ce que nous allons structurer cette conférence de presse, rappeler une fois de plus que, comme nous l'avons dit la dernière fois, nous sommes réunis ce jour aux différentes qualités qu'il vous plaira donc de nous prêter. Nous disons à nouveau que chacun de nous ici présents dispose de toutes les légitimités souhaitées pour pouvoir s'exprimer librement. Je dis ceci parce que vous vous souviendrez que lors de la dernière conférence de presse, plusieurs avaient posé la question de savoir est-ce que nous avions une identité. Bon, nous avons dit que la seule identité que nous avons, c'est celle que nous avons déclinée. Et vous allez constater que plusieurs identités nous ont été données et plusieurs également personnes ou personnalités pensent que nous agissons sous tel ou tel couvert. Puisque certainement ces questions-là vont venir, c'est pour vous dire qu'en vérité, nous continuons à affirmer que nous sommes là en nos noms propres et pas sous un qualificatif quel qu'il soit. Ceci étant dit, ce matin, nous allons faire l'état des lieux de la situation économique du pays, les perspectives à venir également. Et pour cela, nous avons demandé donc à Régis Imongo Tatangani ici de nous faire une présentation d'introduction donc de cette partie-là. Et en deuxième partie, nous serons disposés à recueillir vos questions si tant est qu'il y en a. Je vous remercie. Régis, tu as la parole. Merci, Pacom. Je pense qu'au lieu de faire une présentation qui se passe là, c'est sommaire avec plusieurs slides, afin de laisser la possibilité de discuter, d'échanger, je vais faire un propos introductif en faisant passer quelques slides seulement pour illustrer certains éléments. Mesdames, Messieurs, la conférence de presse de ce jour nous donne l'opportunité de revenir sur la situation économique et financière du Gabon et surtout d'apporter certaines clarifications et infirmer certains propos d'une certaine opposition recluse au sein de la coalition dite la Nouvelle République. Le gouvernement a choisi la bonne gouvernance, donc de changer de façon transparente en ce qui concerne la situation de l'économie gabonaise. Cette volonté de bonne gouvernance s'est illustrée même il y a 2 jours dans le cadre d'une rencontre entre le Fonds monétaire et la société civile. Le gouvernement a laissé cette possibilité à la société civile de pouvoir rencontrer le Fonds monétaire afin de discuter du programme d'appui du Fonds monétaire à la République gabonaise. À l'issue de cette rencontre, encore, ça a été une démonstration de mauvaise foi. Parce qu'au terme de cette rencontre, malheureusement, il y a eu diffusion des fausses informations sur les réseaux sociaux, en signifiant que le Fonds monétaire avait décidé d'annuler le programme qui a été approuvé par le Conseil d'administration le 16 juin à Washington. Cette situation démontre à suffisance la mauvaise foi de certains acteurs et même remet en cause la sincérité de certaines
personnalités qui font passer des messages dans un sens négatif, en oubliant de mettre en exergue le principe de la République gabonaise, défendre son pays pour le bien de la population gabonaise. Mais la conférence de presse, certains étaient présents à la conférence de presse hier avec le Fonds monétaire international, a permis de voir clairement que la réalité des faits a apporté encore un démenti aux mensonges et aux informations diffuses, néfastes qui sont distillées au niveau des réseaux. Mesdames, Messieurs, bon, permettez-moi de parler de la situation actuelle de l'économie gabonaise. Comme vous le savez, et à ce niveau, le gouvernement et le chef de l'État n'ont jamais caché la réalité. Le Gabon connaît une situation difficile, comme les autres pays de la CEMAC, depuis 2014, avec l'effondrement des coûts de matières premières, qui a été illustré par une très forte détérioration des thèmes d'échange, notamment due au coût du pétrole. Cette situation a remis en cause la croissance du nombre de pays, les pays d'Afrique subsaharienne exportateurs du pétrole, comme les pays de la CEMAC, qui pour la plupart exportent des ressources naturelles. Cette situation a bien sûr des effets néfastes au niveau de la croissance de l'économie gabonaise, comme les autres pays de la CEMAC. Il y a une décélération de la croissance. De 2014, nous avions une croissance de 4,3%, en 2015, 3,9%, en 2016, 2,1%, et en 2017, 1,1% de croissance pour l'année 2017. Mais je voudrais dire que quand on voit la situation et quand on voit l'observer par rapport aux crises précédentes, on se rend compte que le Gabon supporte mieux le choc par rapport aux années précédentes. Et à cause de quoi? Parce qu'il faut reconnaître qu'en 2009, avec les politiques qui ont été mises en place depuis 2009, il y a eu un renversement de tendance. L'économie gabonaise a redémarré. L'illustration est que durant la période 2004-2009, la croissance était de 1,3%. Alors que la période de 2010-2015, la croissance de l'économie gabonaise se situe à 5,7%. Donc nous avons un effort de renforcement de résilience de l'économie gabonaise. Et je précise que si cette économie n'était pas assez résiliente, le choc brutal de 2014-2015 aurait totalement déséquilibré de façon approfondie les comptes macroéconomiques de la République gabonaise. Cette situation est due au fait que la diversification de l'économie gabonaise a été déclenchée dès 2010. Et cela se traduit à travers la part du secteur hors pétrole dans la croissance de l'économie gabonaise. C'est ainsi qu'alors que le taux de croissance du secteur hors pétrole était de 0,4% en 2009, sur la période 2010-2016, le taux de croissance hors pétrole est de 5,5%. Tout cela, c'est l'impact des efforts de renforcement de la résilience au niveau de l'économie gabonaise. Cette résilience ne s'est pas décrétée. Ce sont les actions du gouvernement. C'est la mise en œuvre réussie de certains projets. Je vais parler d'un projet qui a eu à renforcer la compétitivité de l'économie gabonaise. Les projets dans le domaine agricole, dans l'agribusiness, les plantations d'huile de palme, les plantations d'EVA au niveau de Congo, au niveau de Bitam pour l'EVA, Congo pour l'huile de palme, Dendé pour l'huile de palme, tous ces éléments ont permis de renforcer la part du secteur de l'agro-industrie dans la croissance de l'économie gabonaise. À cela aussi s'ajoutent les efforts qui ont été constatés en matière d'industrialisation du secteur forestier. Parce que là, on a entendu bien de choses. Parce que quand on remet en cause un système de rente, il y a toujours des discussions assez particulières. 2010, le gouvernement décide d'arrêter l'exportation des grumes pour permettre que nous puissions avoir une montée progressive dans la chaîne de valeur. Parce qu'il est clair que plus nous transformons une ressource naturelle,
plus nous augmentons la valeur ajoutée au sein de l'économie avec comme impact la croissance du PIB. Cette situation, il faut le reconnaître, dans un premier temps, a eu un effet négatif au niveau de la fiscalité de port, donc au niveau des recettes, au niveau de la douane, a eu des effets aussi en matière de recettes internes et au niveau de la mutation qui a été observée en matière d'industrie de bois et en matière de création d'emplois. Et à ce niveau, cette situation a permis d'avoir une création d'emplois qui est passée en 2009 de 5 188 à 10 650 en 2015. Tout cela par des efforts qui ont été faits au niveau de la création des industries. L'autre élément que j'ai choisi pour illustrer, il faut que j'essaie d'arriver à ça, parce que là, je cherche coq, c'est où? Pardon, la caprice. C'est bon là? Ouais, donc c'est bon. Coq. La zone économique spéciale de Coq, qui a eu un effet d'attractivité considérable, de renforcement aussi des capacités industrielles du Gabon. Dans cette zone, alors que les zones économiques spéciales dans plusieurs pays ont connu des échecs, au Gabon, avec la zone économique spéciale de Coq, nous avons pu avoir une création de 41 usines. 31 usines dans le bois, 2 dans l'industrie chimique, 5 dans l'industrie sidérurgique, 2 dans l'industrie des matériaux de construction. Et actuellement, nous avons 21 usines en cours de construction. Ça, c'est au niveau de Coq. Donc, entre la création de la zone de Coq, il me semble que c'était en 2012 et maintenant, avec 2060 emplois créés de manière directe. C'est l'illustration, l'image est là, à ce niveau. Cette résilience de l'économie, elle est obtenue à travers les efforts qui sont faits en matière infrastructurelle. Il est clair que c'est connu que les pays africains souffrent d'un déficit infrastructurel qui fait perdre des points de croissance. Donc les efforts qui sont faits de façon progressive permettent de rattraper ce retard. À ce niveau, dans le domaine, je citerai quelques exemples, dans le domaine routier, en 2009, nous avions 900 km de routes bitumées. En 2016, 1572 km de routes bitumées. C'est une réalité. Vous pouvez aller du côté de Pont-d'Omboué, vous pouvez aller du côté de Mouila. Cette réalité-là, malgré le fait qu'il y a encore des efforts à faire d'investissement dans le domaine routier. L'illustration de cela aussi, c'est des efforts qui sont faits dans le domaine logistique. Vous avez constaté, comme tous les Gabonais, qu'en 2015, la G16 a commencé la construction d'un nouveau port à Ovendo. Beaucoup étaient sceptiques. Puisqu'on parle depuis de moderniser le port, rien n'était fait à ce niveau. 2015, nouveau port d'Ovendo, les travaux démarrent, et aujourd'hui, l'activité est présente. Cela permet de renforcer la compétitivité au niveau donc, des opérations portuaires. Cela permet de pouvoir renforcer l'attractivité de la destination Gabon, puisque quand les conteneurs arrivent, que les bateaux sont débarqués de façon rapide, avec des coûts supportables, tout cela a un effet au niveau de la compétitivité. Au niveau hospitalier, en 2009, nous avions 200 lits d'hôpitaux à Libreville. Le chiffre, en 2016, est de 1000 lits d'hôpitaux. Avec la construction des nouveaux hôpitaux, ce sont des réalités palpables. Alors, il est clair que cette situation a permis de donner plus de chance à l'économie gabonaise de supporter le choc brutal de l'effondrement des cours du pétrole. Quelle est la situation actuelle? Je ne dis pas que tout va au niveau de l'économie gabonaise, mais je dis que le Gabon, par rapport à d'autres pays, se situe en meilleure position. L'effondrement des cours du pétrole a créé des déséquilibres macroéconomiques profonds dans
toutes les économies d'Afrique subsaharienne exportateurs du pétrole. Au niveau des économies de la CEMAC, les effets ont été illustrés par une détérioration des balances de paiement, par une aggravation de l'endettement, par une décélération très forte et même négative de la croissance. Et dans ce sillage, entre 2014 et 2017, la croissance de l'économie gabonaise est même supérieure à celle des autres économies de la CEMAC, en dehors du Cameroun. Parce que d'autres économies de la CEMAC ont eu des croissances négatives. Moins 11%, moins 10%, moins 7% certaines économies. Aujourd'hui, pour permettre que le Gabon puisse atteindre son objectif qui est d'arriver à une croissance inclusive, durable, pour lutter contre la précarité, donner des opportunités d'emploi aux Gabonaises et aux Gabonais, le chef de l'État, en 2016, a donné mandat à instruction au premier chef du gouvernement de mettre en place un plan de relance de l'économie gabonaise. Avant, même, je peux dire, avant que les chefs d'État ne se retrouvent le 23 décembre à Yaoundé pour parler des perspectives des économies de la CEMAC. Ce plan de relance de l'économie gabonaise, qui a été bâti avec l'accompagnement de tout le département ministériel, vise 1. à renforcer la viabilité des finances publiques. 2. accélérer la mutation de l'économie vers une économie non pétrolière, donc plus diversifiée, qui assure la durabilité en matière de développement. 3. maintenir la soutenabilité de la dette publique. 4. avoir une programmation non prioritaire en matière d'investissement, parce que les problèmes sont là, on ne peut pas tout résoudre en même temps. Il faudrait avoir une stratégie. Le dernier point, c'est de permettre à partir de l'attractivité que le secteur privé puisse jouer un rôle considérable dans l'investissement. D'où la tenue d'un haut conseil d'investissement qui a précisé quelles sont les filières porteuses de croissance, qu'est-ce que nous considérons comme élément indispensable pour permettre que le secteur privé puisse accompagner le Gabon dans ces programmes. Ce programme, nous l'avons présenté aux institutions multilatérales, au Fonds monétaire international qui l'a approuvé. Et c'est après la rencontre des chefs d'État de Yaoundé, où le principe d'avoir un accompagnement du Fonds monétaire international, des autres bailleurs de fonds, que le gouvernement a commencé les négociations avec le Fonds monétaire international, mais autour du plan de relance de l'économie gabonaise. Ces négociations ont abouti avec la conclusion d'un programme le 16 juin à Washington qui accompagne le Gabon dans la mise en œuvre réussie de son programme de relance de l'économie gabonaise. Alors, nous entendons bien de choses. Le Gabon n'est pas crédible sur le plan international, mais comment un pays qui n'est pas crédible sur le plan international peut avoir un accompagnement des multilatéraux, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BAD, la Banque de développement, la BADEA qui est venue encore cette semaine, l'Agence française de développement. C'est quand même étrange. C'est quand même étrange. Pour montrer encore un peu le côté des arguments, hier, au cours de la conférence de presse d'ailleurs, une question avait été posée, puisqu'on constate qu'il y a le retour d'un représentant du Fonds monétaire au Gabon. Est-ce que le fait de l'avoir maintenant, ça signifie que le Fonds monétaire, je me rappelle quand le Fonds monétaire a fermé son bureau à Libreville, que le représentant résident est parti parce qu'il y avait déjà un ici. Les mêmes centaines de messages sur lesquels le Gabon n'est plus crédible, la preuve c'est que le Fonds monétaire a fermé son bureau. En oubliant que le Fonds monétaire, tout ça présent, le centre africain, le centre du Fonds monétaire est ici au Gabon. Donc, il faut savoir. Pour montrer encore un peu le côté particulier, dans le cas des rencontres avec certains acteurs, les questions étaient posées pour dire pourquoi vous soutenez le Gabon, pourquoi vous soutenez un régime sanguinaire, pourquoi vous soutenez le chef de l'État et ses membres du gouvernement. Mais le Fonds monétaire accompagne des pays. Et quand des Gabonais interviennent dans ce sens,
est-ce que ces Gabonais défendent l'intérêt du pays? Illustration encore un peu à ce niveau. Il y a à peu près une semaine, 10 jours, j'étais en France où j'ai rencontré le ministre de l'économie et des finances de la République française sur instruction du chef d'État afin de voir l'accélération des programmes d'investissement entre la France et le Gabon. Si le Gabon n'était pas crédible à ce niveau, je pense que Bruno Le Maire ne rencontrerait pas un ministre du gouvernement d'Ali Bongo Ondimba. Je vais juste un peu montrer que par moi il faudrait faire la césure entre l'intérêt du pays et les opinions politiques. J'ai eu des jeunes travailler avec le directeur général de l'Agence française de développement. Mais grande était sa déception de se rendre compte quand il a eu le malheur de mettre en place, de mettre la transparence, de mettre sur son tuteur des jeunes de travail sur les projets de développement, de recevoir des insultes des Gabonais à cause seulement de cette embauche de glace. Je cite simplement ces petits passages pour dire qu'aujourd'hui, le Gabon reconnaît qu'il y a des problèmes. Nous avons mis en place un programme qui vise à les résoudre avec l'accompagnement des bailleurs de fonds, avec les efforts aussi internes, avec une appropriation très forte des populations gabonaises pour que le Gabon puisse réussir d'atteindre les différents objectifs qui ont été ciblés dans le cadre du plan de relance économique gabonaise. Afin de ne pas être prolixe pour laisser peut-être la place à la discussion, je préfère m'arrêter à ce niveau pour dire que simplement que la réalité est là, des choses ont été faites pour permettre que nous puissions avancer et mieux supporter. Et ceux qui viennent pour dire que rien n'a été fait et qui méconnaissent même la réalité. Je pense que nous avons un avantage. Il y a des gens qui ont le plus nécessaire, qui savent exactement comment les différentes crises ont été résolues durant certaines périodes. Il y a eu la crise de 1985 où avec des mesures très fortes, réduction de la masse salariale, réduction des salaires même par rapport à cela, nous ne sommes pas arrivés à ce stade. Il y a eu la crise de 1998. On a vu les effets de décélération de la croissance qui étaient négatifs. Celle de 2008 avec comme impact la croissance négative de 2009. Vous imaginez, avec ce choc brutal, on est passé des coûts du pétrole qui étaient de un moment de 130 à 140 à des niveaux de près de 40 en 2039, en 2016. Aujourd'hui, en moyenne 50. Nous arrivons quand même, malgré certaines difficultés, à avoir une croissance positive, à assurer de façon régulière certaines obligations de l'État, même si un ajustement budgétaire pour pouvoir le maintien des dépenses viables est absolument une exigence. Je pense que je pourrais m'arrêter ce stade-ci pour laisser la possibilité au débat. Vous pouvez poser des questions. Je vous remercie. Avant peut-être d'ouvrir le débat, je crois que Madeleine voulait ajouter quelques mots. Peter. Oui, merci tout à fait pour conforter le propos de Régis. Il y a lieu de relever que jusqu'en 2009, la cartographie des investissements au Gabon était liée à de la commande publique, uniquement, exclusivement. L'investisseur arrivait, c'était des contractants, et sur la base de l'argent que l'État leur donnait, ils construisaient quelque chose. Avec le président Ali Bongo, à partir de 2009, nous voyons arriver une nouvelle génération d'investisseurs et qui viennent non seulement pour rester dans notre pays, mais pour y mettre leur argent. Je vous donnerai l'exemple de la zone économique d'Ungkok, qui est un succès, puisque jusqu'à présent, en 2009, cette zone économique est lancée et elle est la seule aujourd'hui dans la région africaine à avoir des résultats. Nous avons des pays comme le Sénégal ou d'autres pays pour lesquels les projets ont été annoncés, mais il n'y a aucun fruit qui a été donné. Aujourd'hui, la zone économique d'Ungkok est l'une des rares
qui, en Afrique centrale, pour le citer simplement, en Afrique régionale, a commencé à avoir des résultats en termes d'emploi, en termes de création et en termes de création d'un tissu industriel. Il faut le savoir que depuis 2009, nous avons intégré au Gabon plus de 130 investisseurs qui ont mis leur argent, c'est-à-dire que ce n'est pas de la commande publique. Jusqu'en 2009, la diversification de l'économie était quasiment inexistante. À partir de 2009, on commence à voir des investisseurs qui viennent mettre leur argent dans un produit, dans un investissement, jusqu'à la conclusion du produit final. Quelle est la différence? C'est que le pays, quand un investisseur vient mettre son argent dans un pays, c'est qu'il fait confiance à ce pays. Quand vous venez mettre un investissement pour construire une zone économique, parce que le Gabon a fait un partenariat public-privé avec un opérateur économique qui a investi, qui a mis son argent dans notre pays. Ce n'est pas l'argent de l'État exclusivement qui a financé ce projet. Il en est de même du projet Graines, où vous avez eu des plantations qui ont été créées, qui ont été mises en valeur par les efforts conjoints de l'État gabonais et de l'opérateur économique. C'est le même exemple que vous avez aujourd'hui avec le port. C'est une différence fondamentale dans la manière de prendre et d'appréhender l'économie gabonaise. C'est une réalité. Lorsque nous entendons par exemple qu'il nous dit que la diversification de l'économie est un écueil et que le Gabon n'exporte plus peut-être le pétrole, mais exporte maladroitement l'huile de palme. Mais comment voulez-vous qu'on puisse comprendre une telle affirmation alors même que l'exportation de l'huile de palme est le résultat justement d'une production locale, d'une transformation vers d'autres pays. Nous avons les exportations de l'huile de palme qui vont vers le Bénin, qui aujourd'hui vont atteindre le marché du Nigeria. C'est une réussite, c'est la preuve même que nous avons amélioré le niveau de nos exportations avec d'autres produits que celles des matières premières. Je pense que c'est important de souligner la réalité des efforts du Gabon sur le plan économique et que, contrairement à ce qui peut être dit, la crédibilité de notre économie est appréciée. Nous avons été le seul pays aujourd'hui à avoir été primé à partir d'une zone économique qui, on peut le dire, en 7 ans a réussi à donner des résultats. Pendant que d'autres pays, à forte maturité, soi-disant, n'ont pas réussi à avoir des résultats sur ces pôles-là. Donc il est important de souligner l'intérêt et le bien fondé de la santé de l'économie gabonaise qui, malgré la crise et qui est une réalité, fait toujours un effort d'adaptabilité pour mieux appréhender la reconversion, la décrue des emplois dans le secteur pétrolier. On oublie de dire a donné lieu à l'augmentation des emplois dans le domaine agricole, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la transformation du bois. Aujourd'hui, la transformation du bois est une réussite. Nous avons pu produire au Gabon plus de 30 millions de tables bancs par des opérateurs économiques installés dans notre zone. Et je vous assure que tous les jours, les investisseurs étrangers veulent venir mettre leur argent dans notre pays. C'est bien la preuve que notre pays fait confiance. Parce que lorsque vous mettez votre argent dans un pays, ce n'est pas pour 2 ans, ce n'est pas pour 3 ans, c'est pour longtemps. Et vous avez donc un retour de profitabilité qui est attendu. Donc, je voulais simplement conforter cette information qui me paraît être évidente et à mettre à la lumière de la politique de diversification de l'économie de notre pays qui a un pan tourné vers les investissements. Je te remercie Madeleine. Mesdames et messieurs, ce panel est à votre disposition. Si jamais vous avez des questions à poser, si vous avez besoin d'avoir quelques éclairages. Nous allons recueillir un ensemble de questions et les réponses seront données en groupe. J'ai suivi avec assiduité l'homélie de M. Régis Simango, ministre de l'économie, et je m'interroge parce que faire de la politique, c'est l'affaire pour le plus, ou alors pour le plus grand nombre. C'est vrai que l'économie est essentielle pour appeler la politique, mais moi je m'interroge. Le Gabon fait partie des pays de la sous-région qui effectivement ne subissent pas trop la crise comparativement aux autres pays. Je parle de la sous-région d'Afrique centrale, des pays exportateurs de pétrole, c'est vrai.
que l'exemple de la Guinée équatoriale effectivement confirme ces délits. Sauf que l'on ne saurait se comparer aux autres si la masse ne se retrouve pas dans ces embellis. Pour exemple, vous avez parlé de 200 lits à 1000 lits entre 2009 et 2016. À quoi avoir 800 lits de plus si les malades du VIH, par exemple, ne peuvent plus avoir leur entrée de bureau dans les périodes conventionnelles? S'il manque des médicaments de jeune génération pour les malades de la tuberculose, c'est pratique, ça fait 3 mois. J'ai mené l'enquête et c'est le constat que j'ai fait. Deuxièmement, on parle de l'huile de palme qui est produite par Olam, qui est une grosse industrie. Moi, je suis étonné que l'huile de palme produite par Olam coûte 1100 francs chez le boutiquier, pendant que celui importé au Cameroun coûte 1000 francs. Je voudrais comprendre, c'est quelle économie nous faisons à ce niveau. La troisième préoccupation, c'est au niveau effectivement de l'aspect plus économique, où on a parlé effectivement de la détérioration de l'économie. Je voulais savoir, M. Mango, quels sont les chiffres exacts du niveau de vie des Gabonais actuellement? Quelle paralyse peut-on faire entre les embellis économiques ou la diversification de l'économie gabonaise et l'amélioration des conditions de vie des Gabonais? La dernière question, quelle est la part des détournements des deniers publics dans la crise actuelle lorsqu'on sait que votre gouvernement a dû effectivement mis en place l'opération Mamba qui nous a révélé qu'il y a beaucoup d'entre vous qui malheureusement ont fait de grosses pioches. Il y a quelque chose que vous n'avez pas fait. Si vous ne vous êtes pas présenté, malheureusement, même si vous êtes connu. Je suis M. Ouania, dans la télévision Nazareth. Excusez-moi de m'être présenté au départ. Il n'y a pas de problème. Merci. Moi, c'est Sinclair Auguste Tengue de la radio-télévision Renaissance. Ma question s'adresse à tout le panel. Nous avons vu tout récemment la sortie de 2 autres personnalités de ce pays, en l'occurrence M. Mathias Otunga Osibajo et M. Faustin Boukoubi, qui, à voir leur sortie, se désolidarisent de vous, de cette initiative que vous avez entreprise. Et la question est de savoir, est-ce que pour ceux qui sont membres du Parti démocratique gabonais, vous ne craignez pas d'être sanctionnés par le parti? Et comment est-ce que vous avez apprécié cette sortie de ces 2 personnalités qui, je dirais, se désolidarisent de vous? Merci. Merci, je suis Stéphane Thomas de l'agence gabonaise de presse. Ma question s'adresse à M. Régis Mongo. Il s'est dit beaucoup de choses sur la trésorerie de l'État, à savoir que les caisses de l'État sont vides. Ça nous fait du bien parce que vous êtes là pour nous édifier à ce niveau. Quelle est la situation des caisses de l'État en ce moment? Ça, c'est la première question. L'autre préoccupation s'adresse à Madame le ministre Madeleine Hubert sur le niveau actuel d'attractivité en termes des investissements. Nous voulons savoir le niveau d'attractivité parce qu'il se dit que le Gabon n'est plus un pays attractif. Et une dernière préoccupation sur les relations économiques entre le Gabon et la France. Monsieur le ministre Simongo en a fait état. Comment la France entend accompagner le Gabon? Merci. Nous allons peut-être d'abord arrêter là. Nous allons peut-être évacuer d'abord une préoccupation, celle posée par le journaliste de radio-télévision Renaissance, je pense. Nous allons donc passer la parole à ceux des membres du panel qui souhaiteraient donc prendre la parole. Merci, je vais commencer. Vous avez abordé le problème des coûts de facteurs. Parce que quand on parlait du prix de l'huile palme, c'est comme les autres produits. Le prix de l'huile palme produite par Olam et le prix de l'huile de palme importée. Vous savez que le Gabon a un problème de coût de facteurs qui est là. Ici, aujourd'hui, le chef de l'État a voulu absolument que nous puissions avoir un port compétitif, un port qui marche,
c'est pour résoudre une partie de ces problèmes. Parce que le coût de transaction portuaire est assez élevé, assez clair. Et la tendance qui est faite aujourd'hui d'avoir un nivellement vers le bas de ces tarifs permet aussi d'avoir des effets positifs en matière donc, de prix des produits qui sont exportés vers le Gabon, parce que l'huile de palme produite ici aussi pour l'exporter hors du Gabon. C'est hors du Gabon. Madeleine parlait des pays africains, et même au-delà à ce niveau, afin d'avoir un rendement qui puisse mettre l'entreprise dans une situation confortable. Aujourd'hui aussi, il y a un fait qui est là, il faut reconnaître qu'il y a une situation assez particulière qui faisait qu'il y a des opérateurs où il y avait des passeports assez particuliers, des passeports, du moins de tromperie. Les valeurs, on sait qu'on s'est dit de palme étaient minorées, ça signifie que les droits douanes étaient moindres, et de façon implicite, c'est que les coûts pratiqués par ces opérateurs étaient inférieurs aux coûts qui sont appliqués par Hollande dans le cas de sa production. Là, à ce niveau, nous avons retenu le principe d'avoir des valeurs de transaction. Ça signifie que ceux qui trichaient à ce niveau ne peuvent plus tricher. Au moins, nous aurons la vérité des prix à ce niveau. Mais il est clair que nous battons pour avoir absolument une réduction des coûts de facteurs, que nos produits puissent être compétitifs. Donc, c'est un travail permanent et les réformes structurelles qui sont faites visent à atteindre cet objectif. La pauvreté. Vous avez raison, il faudrait que nous puissions voir l'évolution de la pauvreté. Il y a eu une étude qui a été faite par McKinsey. Le gouvernement a été clair, montrer exactement quelle est la situation de la pauvreté. Maintenant, avec l'appui de la Banque mondiale, nous sommes en train de faire une enquête générale de consommation de pauvreté. Pour avoir précisément les poches du secteur de pauvreté et voir comment finalement, avec les politiques publiques qui ont été mises en œuvre, nous avons évolué dans le sens d'une amélioration des conditions. C'est clair que quand on voit l'évolution des rapports de l'ONU en ce qui concerne le développement humain, il y a une amélioration. Maintenant, nous sommes en train d'essayer de cibler, d'avoir des zones précises, dans quelles zones, dans quel territoire, dans quelle couche de population. Mais il est clair que c'est un travail permanent. Voilà pourquoi, dans le cadre du plan de relance, nous avons maintenu absolument à sanctuariser des dépenses sociales. Pour répondre à plan que vous avez posé, qu'il manque les antirétroviraux et voilà, les tuberculeux, ainsi de suite. C'est à travers une importante des dépenses sociales efficaces que nous pouvons du moins résoudre ces problèmes. Nous notons, je ne sais pas si vous avez fait votre enquête, je ne sais pas si la manque depuis 4 mois, mais nous notons ce point précis, mais je précise qu'aujourd'hui, précisément au mois d'avril. Au mois d'avril, vous avez dit cela, mais mon note, je précise, pour savoir si vraiment c'est depuis le mois d'avril, mais il est clair que les efforts sont faits pour absolument maintenir une situation intéressante en ce qui concerne les couches sociales qui sont frappées par la précarité. Pour la deuxième étape, un conseiller journaliste a posé la question de la situation, mais nous n'avons pas caché. On a dit, mon chef, la situation est difficile. La deuxième étape, c'est en fonction de ce que nous recouvrons comme recettes, bien sûr, et les appuis que nous avons à l'extérieur. On ne peut pas dire aujourd'hui que les caisses du Trésor sont florissantes. Pas du tout. Mais ce que nous avons comme trésorerie permet de répondre aux dépenses prioritaires et les gagner de l'État. C'est ce que je dirais simple. Je ne dirais pas que les caisses sont vides, qu'il y a zéro au Trésor, mais je ne dirais pas qu'elles sont florissantes aussi. On a été clair par rapport à ça. C'est ce que nous allons mettre en œuvre comme mesure. Mobilisation de recettes, d'appui qui ont été identifiés, qui va permettre de renflouer les caisses d'État afin de répondre à ce que nous avons noté comme programme en matière de dépenses d'investissement, en matière de dépenses sociales prioritaires. Nous sommes à l'aise pour pouvoir vous dire cela en toute tranquillité. Et comme aussi pour les relations économiques avec la France est un partenaire, comme tout d'autres, je peux dire. C'est un partenaire historique, c'est l'un de nos principaux partenaires. La France a aujourd'hui la possibilité de pouvoir investir au Gabon. Et la France est intéressée par le modèle développé par le chef de l'État actuellement. Et je peux dire qu'aujourd'hui la France aimerait que nous puissions arrêter ensemble des projets d'investissement qui peuvent être développés dans le cadre d'une nouvelle vision. Une nouvelle vision qui fait ressortir l'implication de tenir en compte qu'est-ce que le Gabon retient comme avantage
qu'est-ce que la France a utilisé comme avantage. Comment faire le maillage même au niveau des opérateurs dans les degrés de transformation. La première transformation, on peut commencer au Gabon, la deuxième en France, ou bien première, deuxième au Gabon, la troisième en France. Mais c'est un partenariat rénové qui met en exergue le principe de retenir que dans cette coopération, il faut savoir ce que le Gabon gagne et ce que la France gagne aussi. C'est ce que je pourrais dire à ce moment. Quelqu'un d'autre? Oui, madame. Oui, sur l'attractivité, je voudrais vous informer que le Gabon a été classé le premier pays dans la sous-région CEMAC. Donc c'est un classement, nous sommes les meilleurs dans la sous-région CEMAC. Le ranking au-delà est quand même un peu plus mitigé, mais dans la CEMAC, nous avons le B. À quoi on peut apprécier le niveau de l'attractivité d'un pays? Premièrement, il y a l'aspect fiscal. La Banque mondiale a révélé que nous avons le pays où les dépenses fiscales sont les plus élevées. Les dépenses fiscales, ce sont les exonérations fiscales que nous avons consenties à certains acteurs du secteur privé. Nous sommes le pays où les dépenses fiscales sont les plus importantes. Vous avez d'autres critères qui viennent s'ajouter à ça, qui vont donner le niveau d'appréciation de l'attractivité d'un pays. Vous avez la facilité administrative, laquelle nous sommes en train de nous battre, puisque nous sommes un pays à une forte connotation à millefeuille administrative, nous sommes en train de le réduire. Vous avez l'accès à l'électricité industrielle, parce que quand on a un développement industriel, il faut bien que ça s'accompagne d'un investissement, et nous sommes en train d'aller vers la réduction, parce que nous venons de signer 3 concessions pour la construction de barrages qui vont favoriser justement la mise à disposition de cette énergie. Nous avons également le système financier. Le système financier gabonais est assez sécuritaire et il est assez stable, on n'a aucun problème. Au niveau de mon banque, ça va. Le niveau du système judiciaire, qui est un des facteurs également d'attractivité, nous avons déjà la mise en place du centre d'arbitrage qui vient justement relayer et renforcer cette attractivité-là à côté du système judiciaire traditionnel. Nous avons le niveau des infrastructures au niveau du numérique, puisque bien évidemment, on a un certain nombre de développements qui doivent nous permettre d'améliorer cette attractivité. C'est déjà en cours et c'est déjà fait. Nous avons la construction du port qui nous a permis d'améliorer le niveau de nos coûts. On a quand même une réduction de 25%, donc ça va aller dans l'amélioration de la compétitivité et de l'attractivité de notre pays. Donc, très sincèrement, de manière tout à fait objective, nous avons aujourd'hui déjà fait une bonne marche dans le sentier pour pouvoir indiquer que le niveau de l'attractivité du Gabon est relativement intéressant et bien évidemment nous avons des correctifs à mettre en place, nous sommes en train de les mettre puisque vous savez qu'on a un plan de relance économique qui est axé vers la levée de fonds vers le secteur privé, donc c'est un objectif que le Père Maurice impose à nous, que nous avons déjà mis en place. Donc je voudrais le dire de manière tout à fait en synthèse, nous avons amélioré notre ranking sur la chaîne des lignes de notation de la destination Gabon et nous sommes déjà sur une voie plus ou moins appréciable. Écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres séries de questions. C'est sans revenir vers vous qui avez déjà pris la parole. Il y a un aspect qui n'a pas été évoqué dans ma question. C'était laquelle? Je disais quelle est la part des détournements des biens publics dans la crise actuelle. Mais c'est vous qui êtes journaliste d'investigation, c'est vous qui devez nous le dire. Parce que si on savait, vous savez, ce serait vraiment simple, on vous dirait que non, vous par exemple, vous avez détourné tant à votre radio, vous êtes là-bas à Nazareth, ainsi de suite. Ça, c'est des questions pour lesquelles on vous a dit qu'il y a des enquêtes qui ont été ouvertes. Pour le moment, il y a même de hautes personnalités qui sont en préventive. Il faut laisser simplement cette opération avancer. Si vous nous posez la question, c'est comme si vous nous accusez. Sauf si vous êtes dans le gouvernement et que l'opération Mamba a été lancée par le gouvernement. En réalité. Mais vous voyez, vous nous affublez encore dans le titre. Vous voyez, nous vous avons dit que nous sommes ici en toutes les qualités possibles. Et même si c'est en cette qualité que vous nous posiez la question, vous voyez que ce n'était pas ici aucun de nous n'est compétent pour répondre à cette question-là. Voilà. Merci pour la fin, monsieur le ministre. Merci pour la fin. C'est les sportifs, quoi. Oui, je crois que la dame qui voulait poser une question. Oui, bonjour. Je suis Mme Florachette et je suis journaliste indépendant.
J'aimerais d'abord féliciter notre ministre, M. Mokot, parce qu'il se trouve qu'il y a d'autres pays qui ont fait des prêts et des chiffres avancés auprès du FMI, ce n'était pas vraiment la réalité gabonaise, ce n'était pas la réalité de ces pays-là. Donc, un bravo. Par contre, nous savons que le problème au Gabon, il est d'abord social, avant d'être politique. On a parlé de plans d'ajustement, des accords avec le FMI. Il se trouve que nous sortons d'une élection présidentielle, c'est passé, mais nous avons eu de nombreuses difficultés à convaincre les gens parce qu'il n'y avait pas de ressenti dans ce que le président de la République avait mis en forme auprès des populations. Ma question est la suivante. Par rapport à tout ce que vous nous dites sur le réajustement, est-ce que la part qui reviendra ou sera investie dans le social sera importante? Parce que pour votre information, j'ai été visiter la stratégie d'investissement humain au Gabon. Il se trouve que des dizaines de projets tombent. Malheureusement, ces gens n'ont pas de fonds. Et ils m'ont dit, nous, on n'est pas prioritaire dans la repartie des fonds, alors que le Gabonais économiquement faible ou l'ensemble des Gabonais en ont vraiment besoin. Je vous remercie. Merci. Oui. Deuxième question. Je suis Jean-Pascal Ndon de Gabon 24. Madame la ministre Madeleine Baird a fait état tout à l'heure de l'attractivité du régime fiscal gabonais à l'intention des éventuels investisseurs. Madame la ministre, est-ce qu'il n'y a pas comme un paradoxe entre cet allègement fiscal qui, quelque part, pourrait également contribuer à financer le budget de l'État? Donc, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre cet allègement fiscal et les abattements qui relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités du département budget, dont le premier responsable se trouve dans cette salle? Merci. De l'économie autant pour moi. Nous allons prendre une dernière question, si elle a. Merci beaucoup. Christopher Bakita de la radio-télévision Nazareth. Ça me plaît bien de participer à ce genre de conférence. J'ai suivi attentivement l'exposé du ministre et je me suis retrouvé dans nos thèmes affichés, notamment la situation politique actuelle, état des lieux et perspectives. Sauf que j'ai eu le sentiment qu'on s'est essentiellement arrêté à l'état des lieux, notamment sans aborder la question des perspectives sur l'économie gabonaise. Bon, j'ai apprécié en même temps la question de mon confrère qui montrait essentiellement que tout ce qui est fait dans le plan économique ne vise que la satisfaction des populations. Alors, je suis un peu, depuis ces derniers temps, dans une réflexion autour de la CNAM-GS. Je me demande, je sais que dans ses débuts, la CNAM-GS avait été l'un des projets phares qui permettait de mettre en jeu la politique de l'émergence. Sauf que ces dernières années, la CNAM-GS est aujourd'hui fustigée par des pharmacies et certainement des hôpitaux. Vous le savez mieux que moi, plusieurs compatriotes économiquement faibles ne sont plus reçus dans des pharmacies sous prétexte que l'État ne nous paye pas. Deuxièmement, je me souviens que beaucoup de ces jeunes femmes qui au passé couraient vers les avortements, jetaient des fœtus, avaient trouvé à la CNAM-GS un partenaire qui pouvait les accompagner dans l'éducation et la prise en charge de leurs enfants, bien que les montants étaient, à mon sens, symboliques. Mais ces dernières années, beaucoup des parents ne perçoivent plus les allocations familiales. Alors que l'exposé du ministre nous signifie que ça va, les choses sont en bonne voie. Comment comprendre une économie qui serait en hausse ou qui se maintient
alors que les éléments essentiels, ce qui était acquis, se retrouvent aujourd'hui en perte. Merci. Oui, je vais commencer. Et puis, d'abord, je voudrais quand même que les journalistes puissent restituer ce qu'on dit. Parce que quand j'écoute, vous dites l'économie en rose, bon, si vous aimez le rose, mais je n'ai pas dit que l'économie était en rose. J'ai nuancé. Je n'ai pas dit aussi que l'économie était totalement positive. J'ai dit que la situation était difficile, mais le Gabon réagit mieux que les autres États. Et que c'est dans ce sens, pour permettre de résoudre à ces problèmes des équipes macroéconomiques, que nous avons mis en place le plan de relance de l'économie gabonaise. Donc, je vais situer au moins cela. Sauf que vous... Bon, maintenant, en matière de perspective, parce qu'en effet, il fallait nous laisser la possibilité de pouvoir. J'ai commencé à brosser. Le plan de relance de l'économie gabonaise précise bien quelles sont les perspectives. Je vous ai dit que nous visons à mettre les finances publiques sur un trajectoire durable en ramenant le déficit budgétaire à un niveau de 3% du PIB, qui est une exigence au niveau de la CEMAC, dans le cas de la subvention multilatérale. Les finances publiques, c'est cela. Je vous ai dit que nous voulons accélérer la croissance. En 2007, c'est 1%, mais nous voulons arriver au niveau antérieur, donc au-dessus de 5%. L'année prochaine, nous estimons une croissance de près de 2,5%, 2,5 et 3%. Les années suivantes, afin d'atteindre en 2019-2020 une croissance de 5%. Pour le faire, c'est comment? C'est pas on se lève le bon matin, vous décidez que, ok, nous allons atteindre cet objectif. C'est la mise en œuvre réussie de ces politiques qui ont été définies. Nous avons dit que nous avons ces secteurs porteurs de croissance, que sont l'agriculture, avec l'agro-industrie, j'ai parlé de l'huile de palme, Madeleine a parlé de l'huile de palme, l'EVA et aussi les produits agricoles, dans le cadre de la poursuite du programme DEN, dans le cadre de la poursuite d'autres programmes agricoles. Le secteur de bois, le secteur de bois constitue pour nous toujours un secteur porteur de croissance. Donc c'est de permettre qu'on aille vers la troisième transformation. Et c'est dans ce sens qu'un cluster de fabrication de meubles a été mis en place au niveau de Coq pour permettre que le bois gabonais puisse être transformé, puisse être valorisé davantage, consommé au niveau local et l'exporter aussi. Donc le secteur du bois, c'est un secteur porteur de croissance. Le secteur minier, à ma droite, j'ai Christian ici, il faut en parler. Le secteur minier, on constate de toute façon une augmentation, la production des mines, que ce soit le manganèse et autres, où nous voulons encourager le processus de la transformation. C'est-à-dire ce qui s'est fait au niveau de Moanda avec la création des complexes métallurgiques et miniers, qui produit du silico-manganèse pour 20 000 tonnes, et du manganèse métal pour 65 000 tonnes. Quand on voit les effets en matière de création d'emplois, 432 emplois directs, le même en emploi indirect, nous voulons encourager cela. Et tout juste aux encablures de Moanda, nous avons un opérateur indien, Nougamani, qui faut aussi mettre en place une unité de forêt mandanaise. Le problème, c'est l'énergie. Tous ces éléments sont intégrés comme secteur de porteur de croissance. Le secteur touristique, que Madeleine pourrait développer, c'est un secteur aujourd'hui qui est embryonnaire en matière de développement, alors qu'on a une potentialité remarquable pour utiliser la biodiversité gabonaise. Ça, c'est un secteur aussi qu'on a identifié comme porteur de croissance. Le secteur de la pêche. Il y a eu le Conseil national mer qui a permis de prendre une décision pour encourager la part de ce secteur au niveau de la création de la valeur ajoutée, qui a décidé que désormais nous sommes en train de travailler pour attirer le secteur privé afin de construire des halles de débarquement, de conservation, pour que le poisson pêché aux côtes gabonaises, au lieu qu'il parte là-bas comme ça, ça va débarquer, peut-être subir une transformation avant de pouvoir être exporté. Au niveau du secteur tertiaire, bon, pour laisser Alain Claude la possibilité de parler aussi, mais nous avons tous ces éléments de nouvelles d'information qui aujourd'hui ont participé à la croissance de l'économie gabonaise et nous pensons qu'en faisant davantage, nous pouvons permettre que ce secteur puisse avoir des effets leviers au niveau de la croissance de l'économie gabonaise. Vous voyez, bon, ça c'est un peu, on peut parler de beaucoup de choses à ce niveau. Maintenant, pour revenir, parce que libre à vous de m'inviter pour parler du plan de relance de l'économie gabonaise. En ce qui concerne la CAMGS, merci, vous avez posé des problèmes. C'est vrai qu'il y a eu un problème au niveau des pharmacies en tenant compte des retards qu'il y a eu. Pour éviter que ces problèmes, le chef de l'État a donné instruction au gouvernement de trouver des situations qui pérennisent afin d'éviter qu'il y ait des retards de trésorerie.
un compte séquestre a été ouvert à la Banque centrale. Désormais, tout ce qui concerne la CRAMGS est versé là-bas directement afin d'assurer le règlement régulier des pharmacies, des cliniques, ainsi de suite. Depuis quand Et vous êtes au courant, le compte séquestre a été créé ce mois. Parce qu'il faut que la Banque centrale puisse approuver. Donc nous avons saisi le gouvernement de la Banque centrale. C'est maintenant là que le gouvernement a autorisé cela. Donc ce mois a été créé. Mais aussi l'actualité. Vous lisez l'Union. Comme moi aussi, vous avez dû constater que la CRAMGS a payé 4 milliards aux pharmacies. Donc la situation a été régularisée. Et je ne pense pas, je vous dis qu'en gros, les Gabonais faibles sont rejetés à cause de cela. Je ne pense pas, parce que beaucoup profitent de cela pour pouvoir répondre à un souci de traitement par rapport à la santé délicate. En ce qui concerne la fiscalité, c'est vrai que c'est un problème. Voilà pourquoi il faut renforcer l'attractivité. Parce que le fait que le Gabon n'ait pas été totalement attractif, on peut dire, la réponse qui permettait de renforcer l'attractivité, le climat des affaires n'était pas totalement, du moins on n'était pas au niveau top, au niveau des pays africains. La CEMAC est au niveau dernier rang. Voilà pourquoi il faudrait renforcer l'attractivité. Et la solution qui permettait d'attirer les opérateurs économiques était d'accorder les dépenses fiscales. Donc, les exemptions fiscales au niveau de la douane, de la TVA, ainsi de suite. Avec comme problème, malheureusement, l'émiettement des ressources fiscales. Et là, de façon objective, nous sommes en train de tout faire, revoir dans le cadre du Haut Conseil d'investissement, de revoir finalement quel était l'impact de ces dépenses fiscales sur le développement des différents secteurs économiques. Afin de revoir des dépenses fiscales qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas eu un effet moins positif, un effet léger sur l'économie, seront simplement enlevées. Par exemple, dans le secteur touristique, dans le secteur agricole, les dépenses fiscales à ce niveau. Donc, ce sont ces éléments que nous sommes en train de tout faire pour pouvoir réduire afin d'augmenter davantage le potentiel en matière de recouvrement fiscal. Randy Kwagewam, directeur de publication du journal Le Soleil. J'ai deux questions en rapport avec la politique. La première question, elle s'adresse au panel. Il y a un reproche qui revient avec récurrence émanant des hauts cadres, vos collègues du Parti démocratique gabonais, qui vous accusent d'être à l'origine de la grave crise post-présidentielle qui sévit en ce moment. Ils disent notamment que c'est vous qui avez fait appel aux observateurs de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous leur répondez? Première question. Deuxième question. Il y a quelques jours, nous étions ici, rassemblés, au cours d'une conférence de presse, pour défendre, disiez-vous, la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, nous sommes face à vous, à nouveau. Et là, il s'agit de deux communications que nous avons suivies. Finalement, quel est l'objectif de toutes ces sorties? Qu'est-ce que ça cache? Merci. Merci. Je suis Anka Mwele Boudioza, journaux La Loupe et l'Aube. Monsieur Régis Simongo, vous êtes avec d'autres membres du gouvernement un des principaux acteurs de l'accord avec le FMI. Cependant, nombreux de vos collègues au sein du même gouvernement vous accusent, vous et vos collègues, d'avoir engagé le pays dans un accord aux conséquences néfastes pour les politiques sociales. Donc elles vont un peu loin en indiquant que vous avez vendu le pays. D'ailleurs, l'opinion se souvient du pugilat sur la place publique d'un des vice-présidents, du porte-parole du gouvernement avec un des vice-premiers ministres. Donc, ma question est celle de savoir, que répondez-vous à ces accusations graves des membres de votre gouvernement? Merci. Je crois que
c'est tout, hein, ça conclut les questions. Régis, je crois que tu peux d'abord répondre à cette question. Merci. D'abord, je pense que j'ai déjà eu à répondre. Un journal m'avait posé la question de savoir si le fait de conclure avec le Fonds monétaire international, de mettre le Gabon sous la tutelle du Fonds monétaire international. Je voulais dire que, pour commencer, par le passé, le Gabon a conclu plusieurs accords avec le Fonds monétaire international. Ce n'est pas nouveau. Par contre, on semble l'oublier. Même ceux qui étaient, du moins, les principaux acteurs. Par le passé, il y a eu des accords avec le Fonds monétaire international. Et je voudrais que cela puisse sortir un peu des accords précédents et comparer avec celui-ci. Ils vont se rendre compte qu'il y a une différence possible. L'accord avec le Fonds monétaire international vient appuyer un programme de relance de l'économie gabonaise qui a été défini par le gouvernement. C'est vrai, je peux comprendre certains. Le Fonds monétaire, on n'a toujours pas, parce qu'on a toujours l'idée, l'image du Fonds monétaire qui venait avec des plans d'ajustement structurel assez renforcés, qui mettait en cause les dépenses sociales dont parlait Madame tout à l'heure. Mais le programme actuel veut centrer les dépenses sociales. D'ailleurs, dans le cas de la mise en œuvre de ce programme, il y a un tableau qui permet de suivre la part des dépenses sociales dans les différents budgets. Je réponds, madame, parce que j'avais oublié finalement la question. C'est bien appliqué, c'est même un repère structurel du programme. Le programme actuel a été défini par le gouvernement. Le Fonds monétaire, je pense que certains journalistes ont posé la question hier, le Fonds monétaire. Et le Fonds monétaire a répondu par rapport à ça. Vous allez voir le plan de relance de l'économie, vous regardez le programme avec le Fonds monétaire international. Le plan de relance de l'économie était antérieur à ce programme. Regardez simplement. Vous allez voir que les mesures de fonds structurels, ce sont les mesures que le Premier ministre avait déjà présentées à l'Assemblée nationale. Et comme elle est transparente, c'est sur le site du ministère, c'est sur le site du Fonds monétaire. Vous pouvez regarder cela. Bon, comprenez que les gens ont l'image du Fonds monétaire passé, donc il arrive en effet que quand on apprend que, ok, on sait le Fonds monétaire, bon là c'est fini, on va couper les dépenses sociales, on va le voir, c'est cela. Le Fonds monétaire vient accompagner un programme qui a été arrêté par le gouvernement. Et je pense que même tous mes collègues au niveau du gouvernement ont eu à prouver ce programme. Ça s'est fait de façon coordonnée. Les différents départements ministériels ont travaillé dans la conduite de ce programme. Maintenant, il y a le côté politique qui aussi obéit à un certain populisme. Bon, vous pouvez comprendre cela. Voilà. Je dirais simplement. Je crois que nous sommes arrivés au terme donc de... Vous n'avez pas répondu. C'était quoi votre question? Il y avait deux questions. La première question, c'est qu'est-ce qui justifie vos nombreuses sorties ces derniers temps? Hier, c'était une conférence de presse pour défendre la politique de l'État du Congo. Aujourd'hui, c'est une conférence de débat animée principalement par les deux ministres en charge du plan économique du pays. Bon, derrière, ça cache quoi ces sorties? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Première question. Deuxième question. Il y a des hauts cadres du Parti démocratique gabonais, vos collègues, parce que vous êtes direct de ce parti, qui vous accusent d'être à l'origine de la grave crise post-présidentielle que nous vivons en ce moment. Ils disent notamment que c'est vous qui êtes à l'origine de la venue des observateurs de l'Union européenne et même de la saisie de la CPI. Qu'est-ce que vous leur répondez? Votre question dit bien que nous avons affiché quelque chose de clair. C'est la démonstration de la thématique affichée derrière moi en rapport avec le président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ondimba. Maintenant, pour être simple, et peut-être pour clore cette question de façon définitive, il faut dire que chacun en vérité choisit d'occuper son temps comme il veut. Nous avons choisi d'occuper le nôtre
à défendre la politique du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et de défendre sa personne. D'autres choisissent de passer leur temps à critiquer ce que nous faisons. C'est bien pour eux. Et allez leur dire d'ailleurs que nous avons fait une deuxième conférence de presse aujourd'hui. Je vous remercie.